S'achemine-t-on vers une renationalisation du concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun? Un pôle d'investisseurs conduit par la CNPS et la SNH a exprimé en novembre 2022 son intérêt pour l'acquisition des parts du fonds britannique Actis dans Energy of Cameroon. Si une certaine opinion voit en cette opération une réponse à la contre-performance d'Enio, une autre estime que le changement d'actionnariat n'arrange en rien les choses. La source du problème étant, selon certains économistes, l'énorme dette que l'État peine à rembourser à l'électricien. Dr Edimo, économiste géostratège, est l'invité de Grand 7. Avec lui, nous reviendrons en tout petit peu sur la situation au Soudan. En deuxième partie, nous parlerons du 4e pouvoir. Ce 3 mai, le monde entier commémorait la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Une célébration qu'ont saisi les journalistes camerounais pour examiner leur ras-le-bol. On en parle avec, je l'espère, Cathy Mincha, présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun, section littorale, qui est en route et va nous rejoindre, nous l'espérons, dans ce plateau. Mesdames et messieurs, le Grand 7, votre rétrospective de la semaine, c'est sur Dash News. Soyez les bienvenus. Zoom sur l'actualité de la semaine au Cameroun et sur le continent africain. Le premier arrêt de votre émission, vous l'avez compris, c'est l'instant Roundup. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité de la semaine. Cette semaine au Mali, l'Allemagne a décidé de retirer ses troupes d'ici mai 2024. L'Allemagne qui a donc décidé de retirer des centaines de soldats qui font d'elle la plus importante contributrice occidentale à la mission de casque bleu déployée au Mali. Cependant, Berlin a affirmé que les soldats resteront dans la zone du Sahel en proie à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes. Berlin qui considère que les conditions ne sont plus remplies pour continuer à participer à la MINUSMA. Au Sénégal, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a rejeté l'appel au dialogue lancé par le président de la République Macky Sall il y a un mois. Le leader du parti PASTEF a appelé à la désobéissance civique contre la justice alors que celui-ci doit comparaître le 8 mai dans son procès en appel pour diffamation, puis le 16 mai dans le dossier des accusations de viol. Le Cameroun qui a célébré cette semaine la liberté de la presse. Le Cameroun qui occupe la 138e place sur 180 États d'après la 21e édition du classement mondial de liberté de la presse de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières. Les hommes de médias exercent au Cameroun selon l'ONG dans un environnement hostile et précaire et sont soumis à des pressions de toute nature. Et dans le bassin du lac Tchad, le Japon va débloquer 3 millions de dollars américains, soit 1,7 milliard de francs CFA pour redresser l'économie de la région du bassin du lac Tchad. En présence cette semaine de Midi Awabakari, gouverneur de la région de l'extrême nord et président de la conférence des gouverneurs du bassin, le partenariat a été signé entre l'ambassadeur du Japon et le programme des Nations Unies pour le développement qui conduit le projet de facilité et de stabilisation régionale dans cette zone meurtrie par des crises sécuritaires. Au Cameroun en santé, le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi a réduit de 50% le prix des médicaments de prise en charge de l'hépatite virale C. Dans son communiqué rendu public cette semaine, il a précisé que ces médicaments seront désormais vendus à 25 000 francs CFA au lieu de 50 000 francs CFA. Une mesure qui intervient au moment où les populations font face à la cherté de la vie. Au Kenya, on a reparlé du massacre de la forêt Chakaola.
Le bilan n'a cessé de s'alourdir à l'est du pays. 109 corps ont été déterrés dans cette localité. Des fidèles chrétiens qui s'y étaient rendus afin de suivre un programme de jeûne initié par le pasteur. Le responsable de l'église a été arrêté. Il a comparu devant la justice cette semaine et les opérations d'autopsie ont également démarré. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Dr Edimo, économiste géostratège. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir de revenir ici. Je suis passé il y a 2 jours par ici. Bon voilà, le dimanche, le passé avec vos multiples téléspectateurs. C'est toujours un plaisir. Merci. Alors, nous abordons ce matin la question de la renationalisation, la probable renationalisation de Eneo. On fait le point en images. Au pire, elle s'est aggravée selon les experts. Les Camerounais broient du noir. Face à cette situation, les experts estiment que la renationalisation des néos n'est pas une solution. À en croire les spécialistes, ce qui apparaît comme une contre-performance de la part du concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun est dû au non-respect des engagements de l'État. Il convient de souligner que la créance de 186 milliards de francs CFA réclamée à l'État par l'électricien est contestée par le ministère des Finances, qui trouve surréaliste le montant évoqué. La compensation tarifaire et l'éclairage public constituent l'objet de contestation du MINFI. Selon les données officielles, à ce jour, 269 milliards de francs CFA ont été déjà versés pour apurer les dettes des seules années 2020, 2021 et 2022. La dernière opération qui portait sur un paiement de 42 milliards de francs CFA s'est achevée au premier trimestre 2023. Par ailleurs, la probabilité d'une reprise des néos par la CNPS est mal perçue par les acteurs. Des réunions entre l'État du Cameroun et Energy of Cameroon se multiplient depuis quelques semaines. Il est question pour les parties de se mettre d'accord sur la valeur de la créance avant un éventuel paiement. Alors, docteur Edimo, s'achemine-t-on vers une renationalisation des néos? Ce qui n'est pas très mauvais, c'est ce qui n'est pas du tout mauvais. Vous savez, ceux qui veulent rentrer dans le capital ont quand même fait quelques preuves. La SNH, on la connaît très bien sur les marchés. Elle a de très très bons résultats. Pas seulement sur le plan financier, mais également au plan management. Elle a été, il y a 2-3 ans, primée comme l'une des principales, des meilleures sociétés d'Afrique. C'est passé un peu inaperçu. La CNPS également fait du bon boulot. Et je pense qu'on voit déjà au niveau du port de Douala, qui est une autre société camerounaise, qui est conduite aujourd'hui sous régie, par une régie et qui a remplacé la société de Bolloré avec des résultats très probants. Pourquoi pas renationaliser? Alors, cet intérêt que porte la SNH, que porte le pool d'investisseurs conduit par la CNPS et la SNH inquiète certains économistes. Partagez-vous cette inquiétude? Oh, pas du tout. C'est vrai, je ne connais pas exactement les raisons pour lesquelles on peut indexer a priori ces sociétés de ne pas être capables de le faire, puisqu'elles ont des résultats. À mon avis, on devrait plutôt se demander pourquoi est-ce qu'on en est là, jusqu'ici, avec des opérateurs qui sont arrivés, qui ont trouvé une société qui avait toutes ces infrastructures, tous ces équipements, qui, à travers la magouille qu'on connaît, toujours du Fonds monétaire... Le problème, ce n'est pas les entreprises, en fait. Le problème, selon les économistes, il s'agit beaucoup plus d'une redondance dans le pays, des entreprises d'État qui veulent renationaliser une entreprise privée et
sur le terrain, on a vu, ça ne marche pas. Par exemple, le cas probant de Kamurata, qui était, comme vous le savez. Non, non, je ne suis pas trop de cet avis. Je pense que ça marche. Le cas du port de Douala est clair. Bolloré a fait de très mauvaises affaires ici, avec l'État du Cameroun. Aujourd'hui, le port de Douala se porte nettement mieux depuis que ce port est conduit par une régie. Je crois que sur ces questions, personne n'a rien à redire. Je ne suis pas de ceux qui soutiennent absolument le point de vue selon lequel l'État doit absolument revenir. Non. Mais je dis ceci, l'État peut revenir. Il s'agit juste de s'assurer que les bonnes pratiques, comme celles qu'on voit conduites dans SNH, celles qui sont conduites à la CNPS, c'est des sociétés qui marchent, qui font suffisamment de bénéfices et qui avancent, qui font avancer d'ailleurs l'État, y compris le port de Douala. Donc moi, je reste d'avis que c'est peut-être, à mon avis, des jugements de valeur qui sont avancés avant qu'on ait... Ça veut dire que selon vous, la nationalisation ou alors le changement d'actionnariat est ici la formule adéquate? Absolument, dans la mesure où toutes les sociétés qui sont passées dans cette entreprise d'économie mixte, en fait, Eneo est une société d'économie mixte qui appartient essentiellement d'ailleurs aux étrangers, à 56%, qui a 56% des parts, et l'État du Cameroun seulement 44%. Et on le sait, quand AES est arrivé ici en 2004-2005, AES a fait des bénéfices énormes. En une année, il a pu rembourser ses près de 10 milliards de francs qui l'autorisaient à entrer dans ce business. Mais allez voir, 10 milliards pour entrer dans la gestion d'une entreprise qui pèse, en fait, dont l'infrastructure pèse plus de 1000 milliards de francs. Donc, moi, je dis ceci, c'est vrai. Ici, nous n'avons pas toujours l'habitude de voir des sociétés camerounaises fonctionner comme il faut, mais il y en a quelques-unes. Et ces deux qui se présentent sont des exemples même. J'y ajoute toujours le port de Douala, qui est un autre exemple. Je ne pense pas que si les bonnes pratiques sont là, un bon cahier de charges, et puis des hommes bien choisis, je crois qu'on peut bien repartir sur une nationalisation. Je rappelle encore que avant cet Eneo, il y a eu la Sonel. Et avant la Sonel, il y a eu EDC, Électricité du Cameroun. Ça, c'est les années 60, qui a été nationalisée sous Amadou Ahidjo. Et on a créé la Sonel, qui marchait bien. Juste que l'État du Cameroun a décuplé sa dette, a vu sa dette publique extérieure multipliée par 9 en l'espace de 10 ans, entre 1973 et 1983. Et par le fait justement qu'on voulait acquérir, multiplier des sociétés de toutes formes, ça n'a pas abouti. Pas parce que ces sociétés n'ont pas bien marché, non, elles ne sont pour la plupart même pas nées. Juste parce que, en fait, au niveau des marchés, les prix des barils ont chuté et puis se sont effondrés à un moment donné. Et on n'a pas pu voir ces sociétés devenir des sociétés qui fonctionnent normalement, parmi lesquelles Evecam, Socapam, Sodeblé, Camsuco et plein d'autres qui ont été tout simplement abandonnés à un moment donné. Donc, et moi, je suis plutôt de ceux qui indexent les politiques d'ajustement structurel qui ont été mises en place justement à ce moment, parce que quand vous regardez, au moment où AES arrive ici, le Cameroun est sur le point de passer le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et la pression est forte. Il faut rembourser de l'argent qui a été prêté par le Fonds monétaire international. L'État est coincé et il accepte cette opération, mais quand vous allez voir
Je l'ai déjà dit tantôt, en l'espace d'un an, la société est rentrée sur son investissement. Et elle a pu revendre avant que le contrat arrive à terme. Elle a pu laisser la place à Actis avant la date fixée pour le terme du contrat. Donc, c'est dire que Actis, moi, par contre, je tire beaucoup sur Actis parce que quand vous regardez l'état même des politiques sociales des néos aujourd'hui, mais c'est incroyable. Il y a plein de gens qui travaillent toujours des années durant sans être jamais intégrés. La politique d'encadrement des loisirs, du sport et tout le reste, ça n'existe presque plus. On l'a eu jusqu'au moment où M. Kontio Nana était comme directeur général. Ensuite, on a mis quelqu'un d'autre qui a pour seul objectif, selon moi, les objectifs de rentabilité et tout le reste est mis de côté. Donc, moi, je pense que c'est un peu hâtif de dire que le tort revient essentiellement à l'État. Moi, je n'ai pas consulté l'État, la situation de cet endettement. L'État, par moment, dit que c'est lui qui doit à Eneo. Et Eneo dit le même de l'État. Mais nous constatons une chose, c'est que les deux fournisseurs privés, ceux de Dibamba et ceux de Kribi Power Development Corporation, souffrent avec Eneo, ne sont pas payés. Et naturellement, les clients, ça ressurgit sur les clients qui aujourd'hui subissent des pertes énormes dues au fait, en fait, que le prix, l'argent n'est pas reversé à temps et en quantité suffisante pour faire tourner les centrales de secours, notamment les centrales thermiques et les centrales à gaz, qui fournissent quand même la production hydraulique, représente quand même 3 quarts à peu près de la puissance installée totale aujourd'hui. Donc, une fois qu'on ne met pas suffisamment d'argent à la disposition de des gestionnaires de ces centrales de secours, nous voyons ce que nous voyons. Donc, on est privé d'électricité. J'aime bien rappeler qu'il y a eu une panne terrible en 2019. Ici, sur la ligne Koumassi-Logwaba, il y a une ligne, ou plutôt un câble de haute tension souterrain qui a explosé en 2019. Ça n'a jamais été réparé. Il y a une perte d'énergie importante là. La solution trouvée, au lieu de chercher des équipements et des entreprises qui viennent pour réparer cette panne, on a préféré porter la haute tension sur des poteaux en bois, ce qui est inacceptable. Le poteau en bois, est-ce que ça porte la haute tension? Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc moi, je dis ceci, il ne faut pas toujours regarder contre l'État. Dans le cas d'espèce... On ne va pas regarder contre l'État, mais les faits sont là. On parle de plusieurs milliards de francs CFA. Je crois que le ministre des Finances a démenti. A contesté. Il a contesté, parce qu'on ne peut que contester dans le cas d'espèce. Mais allez voir le parc Eneo, vous ne verrez presque pas de poteau en bois, pas de poteau en béton disponible pour accompagner l'extension des réseaux. Les poteaux se cassent au quotidien, on le constate tous. Ils sont remplacés toujours avec retard. Il y a quand même un cahier de charges. Chacun sait ce qu'il devait faire. Ça fait partie du travail de l'opérateur et donc Actis est dans cette opération pleinement de réparer, d'étendre les réseaux, aller voir la situation des salaires. Ça n'a pas été revalorisé. C'est la dernière fois que quand Nana était encore à la direction générale qu'on a vu les dernières revalorisations des salaires. Beaucoup de gens continuent à travailler avec des contrats à durée déterminée et on ne parvient pas à les intégrer. Ce n'est pas normal. Vous faites bien de relever les insuffisances observées dans le groupe Actis, c'est bien cela. Alors, ce qui me
pousse à proposer cet élément à nos téléspectateurs. Les sous-traitants ont manifesté devant les agences d'Eneo. Cette semaine, ils réclament une dette de 10 millions de francs CFA. Reportage. Au Rizelec, l'association des sous-traitants qui assure près de 95% des travaux d'entretien des réseaux électricité et branchement d'Eneo réclame 10 milliards de francs CFA de dette sur la période allant de 2015 en 2023 à la Société de distribution d'énergie électrique au Cameroun. L'organisation fustige le fait qu'Eneo n'ait avancé un seul rond. Selon le président de cette organisation, alors qu'on espérait qu'Eneo allait entamer les négociations, la réaction de celle-ci a été contraire. Elle a plutôt décidé de poursuivre un appel d'offres pour le recrutement des prestataires, bien que le ministre ait demandé de suspendre cet appel d'offres. C'est donc à cause de cela qu'on a décidé d'avancer la date de la grève, initialement prévue pour le 10 mai prochain au jeudi 28 avril. Une situation qui a mené à une manifestation devant la direction générale d'Eneo. Pancarte en main, les sous-traitants font entendre leur voix. Ce débrayage a pour origine les impayés que Eneo n'arrive pas à satisfaire. En plus de ça, nous avons des contrats un peu flous. Des contrats pour lesquels Eneo ne nous prend pas au sérieux. Il s'agit de l'annulation des agréments de beaucoup d'entreprises sans aucune raison et l'habilitation de certaines entreprises aussi sans aucune raison et sans respect des consignes prévues même par Eneo. Beaucoup de nos compatriotes sont en chômage. Et les critères d'habilitation, d'agrément de ces 10 entreprises admises à Eneo sur toute l'étendue du Cameroun, cet engagement fait que le reste d'entreprises qui étaient en ligne de conduite sont complètement en chômage. Ce mouvement de contestation n'est pas inédit. En 2022, les sous-traitants avaient initié une grève pour réclamer le montant de 5 milliards pour la période de 2015 en 2020, montant qui est cumulé à date aux 10 milliards de francs CFA qu'elle réclame et qu'elle entend bien recouvrer par tous les moyens. Acculé par ses sous-traitants, Eneo dit de son côté être dans l'attente du remboursement de la dette de l'État du Cameroun, qui est de 186 milliards de francs CFA. On parle de PNT. Pourquoi? Nous, on n'est pas là pourquoi? On parle bien de 10 milliards de francs CFA réclamés à la société Eneo. Alors, docteur Edimo, ces situations sont-elles liées? Oui, certainement, mais il faut revoir les contrats de concession à la base. Vous savez, le plus important n'est pas de venir réclamer le paiement des factures, mais les sociétés sont engagées également à entretenir les infrastructures. Maintenant, il faut voir, est-ce que ça a été fait jusqu'ici? Le premier opérateur, notamment AES, est parti. Et certainement parce qu'il était déjà effrayé par le degré de vétusté du système du réseau de transport et même de l'appareil de production d'une manière générale. Donc les 24 postes, les multiples, comment on appelle ça, transformateurs, ceux qui pètent tous les jours, les poteaux électriques qui s'écroulent, les poteaux en bois qui se fondent tous les jours. Voilà, c'est autant de choses qui peut-être n'ont pas été négociées avec suffisamment de précision, à mon avis. Et je pense que les autres opérateurs, le deuxième opérateur, Actis, qui arrive, n'a pas totalement pris la mesure des risques qu'elle pouvait encourir en rentrant dans le capital de Eneo. Je pense que c'est là, à ce niveau, qu'il y a un véritable problème, parce qu'il y a des pertes énormes d'énergie, vous le savez.
le réseau est très vétuste. Et ce que vous croyez capitaliser pour revendre aux clients, lorsque vous perdez 40% de la production, c'est à peu près 40% de l'énergie produite qui est perdue en route. Il vous reste quoi pour vendre? En fait, c'est ça le problème. Quand les turbines ne parviennent pas à travailler à plein régime, parce que peut-être vous n'avez pas fait attention à ce que, dès le départ, au moment où vous entrez dans le contrat, que ces turbines soient réparées, que les postes soient en ordre, que, en fait, l'outil de production soit suffisamment bien huilé pour produire. Je crois qu'il y a eu des problèmes, certainement, à ce niveau. Aujourd'hui, on le sait, tout le monde pleure, les entreprises comme les ménages. Il y a un déficit criard en offre d'énergie. Bien savoir, docteur, vous l'avez dit, vous êtes d'accord qu'un changement d'actionnariat peut être la solution, mais pensez-vous que ces entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition des parts d'Actis, ces entreprises vont résoudre les problèmes que vous venez de mentionner? Certainement, dans la mesure où elles ont un autre regard. Pour ces entreprises, c'est des entreprises nationales qui connaissent le problème, qui savent qu'en fin de cette année, il y a un surplus de 420 MW dans le réseau interconnecté Sud, avec l'entrée en service très probable du barrage de Nachtigal. Très probable, selon vous. Très probable du barrage de Nachtigal. Et donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Les autres hésitent parce qu'il y a un problème d'endettement et ceci, et puis ils pensent que rien ne marche véritablement dans le pays. Mais bon, CNPS et SNH également, on peut dire, ce n'est pas des petites entreprises, elles peuvent mobiliser leurs moyens en dehors de ce qui est en train d'être fait à Nachtigal et ailleurs. Est-ce que ça ne va pas porter préjudice à ces entreprises qui, jadis, vous êtes en train de le dire, les bilans de ces entreprises sont plutôt reluisants? Est-ce que relever une entreprise qui s'avère être dans un gouffre total ne va pas porter préjudice à celle-ci? Non, ben écoutez, je disais tantôt que ces nouvelles entreprises sont au courant de tout ce qui se passe. Ce sont des entreprises d'État qui sont bien informées, mieux informées que ceux qui veulent partir, qui sont sur le point de partir. Et c'est avec beaucoup d'engouement que celles-ci veulent rentrer, parce qu'elles sentent certainement que les choses sont en train de s'améliorer, que l'offre d'énergie va rebondir. Et puis, ces entreprises sont des entreprises nationales, donc qui ont d'autres objectifs. Accompagner le pays vers le décollage de son économie. Voilà. Revenons tant soit peu sur la dette de l'État à Eneo, puisque c'est ce qui nous retient ici ce midi. Donc, comme méthode de pression pour amener l'État à payer ses factures, certains économistes ont préconisé le fait, on va être d'accord, ça peut pas être possible, mais on va le dire, couper l'électricité à la présidence pour faire pression. Pensez-vous qu'il s'agit d'un moyen? Écoutez, est-ce que c'est imaginable? Je vous dis encore que le ministre des Finances, dans ses dernières sorties, a présenté l'ardoise qui venait d'être payée il n'y a pas longtemps, c'est en janvier. Et moi, je ne suis pas autorisé, je ne suis pas au même niveau d'information que lui pour dire que c'est l'État qui doit de l'argent, qui doit payer de l'argent à Eneo. Moi, je pense que véritablement le problème est totalement déplacé. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la situation sociale du personnel Eneo. Je vous ai parlé du parc sportif qui est à peine entretenu. Même le centre de repos de Kribi, aujourd'hui, est presque fermé. En fait, les objectifs de rentabilité ne sont pas atteints aujourd'hui. Et on comprend ça. Mais à qui la faute?
Est-ce que c'est la faute forcément de l'État? L'État est quand même actionnaire, hein, à 44% d'actions dans cette opération. Ce n'est pas seulement Actis. Actis est juste majoritaire. Donc l'État lui-même doit bien se comporter en tant qu'actionnaire. Quoique minoritaire, il devrait logiquement bien se comporter dans cette opération. Si ça se passe comme ça veut dire certainement que, et c'est pour cela que je repars toujours sur l'historique de toutes ces opérations, c'est peut-être une façon, à mon avis, de contester ce qui a été fait au départ. C'est-à-dire, oui, lorsque la société a été privatisée, c'est contre une bouchée de pain, 10 milliards, pour entrer dans la gestion d'une société dont le parc de production vaut certainement 1000 milliards. C'est une supercherie et une tromperie, comme d'habitude, du Fonds monétaire international, qui a fait venir une société qui n'avait pas pignon sur rue, qui n'a aucune histoire, qui n'a jamais rien fait, AES à l'époque, mais qui est venue gérer une société d'État. Parce que, soi-disant, nous sommes là pour travailler pour eux. En fait, c'est ça le cœur du problème. Moi c'est comme ça que j'interprète ça, du moins. Je me dis que les politiques constatent qu'en fait, ils ont été frappés, entre guillemets, comme on dit au Cameroun, dès le départ, et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour se rattraper. Aujourd'hui, le fruit est presque mûr. La société peut vivre dans 1 an, au moment où il y aura un surplus d'énergie versé. On n'a plus besoin de quelqu'un qui va venir déranger. Donc, parce qu'en fait, on dérange un tout petit peu. On aurait pensé, je reviens toujours sur cette histoire qui s'est passée en 2019, qui n'a jamais été résolue jusqu'ici. L'actionnaire majoritaire aurait dû, entre autres, parce qu'il y a une perte énorme d'énergie là-dedans, à peu près 70 mégawatts, qui se perdent comme ça, juste parce qu'on n'a pas pris la peine de recruter une entreprise, d'acquérir le matériel qui permette de transporter cette énergie perdue et qui est enterrée. Et on a préféré passer par ce qui est d'ailleurs un risque énorme pour les populations, de faire passer la haute tension par des poteaux en bois. Mais c'est ce qui se fait. Donc, moi, je crois que ce n'est pas très sérieux, tout ce qui se passe aujourd'hui. Naturellement, c'est le client, c'est le consommateur qui paye aujourd'hui les pots cassés. Oui, c'est lui qui paye les pots cassés. Encore que, vous le savez peut-être pas, dans les contrats que les clients ont avec la société Eneo, en fait, le client n'est pas tenu de contrôler le circuit entre son compteur et le compteur, le branchement Eneo. Maintenant, il se trouve que beaucoup de clients, entre-temps, on leur réclame de l'argent parce qu'il y a eu, entre-temps, au passage, des gens qui se sont greffés sur leur ligne. C'est très courant aujourd'hui. Et les gens sont obligés de payer juste parce qu'ils ne sont peut-être pas informés. Mais ça également, ce n'est pas normal. Donc, en fait, c'est le client, c'est le consommateur qui manque d'énergie, qui est obligé de payer pour la fraude qui est réalisée sur sa ligne, à son insu, comme on dit ici, les sons loulous, qui sont opérés par-ci et par-là. Il les supporte, mais est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Voilà, je pense que d'une manière générale, moi je souhaite que ce soit renationalisé. D'ailleurs, dans quel pays au monde est-ce que le secteur électrique est confié à d'autres? Vous souhaitez qu'elle soit renationalisée au regard de la dette intérieure du pays qui ne cesse de croître. Vous voyez en l'État un bon client? Non, l'État est un bon client, forcément. Oui, c'est un bon client.
Quelle dette? La dette de... La dette intérieure du pays. Non, la dette intérieure du pays, elle croît, mais elle ne croît pas aussi massivement que vous pensez. C'est un endettement de qualité en général. Aujourd'hui, c'est vrai, on est passé à près de 45% du PIB en termes d'endettement global, mais tout le monde le sait, ça va quand même, c'est 25% en deçà du seuil et du plafond qui est accepté dans la zone CEMAC, soit 70% du PIB. L'endettement ne devrait pas dépasser 70% du PIB. Nous sommes aujourd'hui à 45%. On n'est pas si endetté, contrairement à ce qu'on dit. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'il faut gérer la dette n'importe comment. Il faut que ce soit toujours un endettement véritablement de qualité. Mais on peut encore conduire l'endettement du Cameroun. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de cette émission. Cap au Soudan. Cela fait 3 semaines que les affrontements se poursuivent dans ce pays. Ce samedi encore, les combats faisaient rage à Khartoum entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hamdan Daglo dit Hemti, alors que se tenait à Jeddah, en Arabie Saoudite, des pourparlers devant aboutir à une éventuelle trêve. On fait le point en images. On entend des coups de feu, des avions militaires et des tirs anti-aériens à Khartoum, alors qu'une trêve de 3 jours, officiellement en vigueur depuis lundi mais violée, doit s'achever mercredi à minuit. Le Sud-Soudan, médiateur traditionnel au Soudan, a annoncé avoir obtenu un accord de principe du chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et de son second, Mohamed Hamdan Daglo. Les deux rivaux ont approuvé une trêve du 4 au 11 mai, a su un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Sud-Soudan. Agissant sur initiative de l'organisation régionale est-africaine IGAD, le président sud-soudanais Salva Kiir a plaidé pour qu'il profite de cette trêve pour nommer des représentants et proposer une date pour le début des négociations en vue d'obtenir un cessez-le-feu permanent. Le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué cette annonce du Sud-Soudan, mais dit devoir voir si cela va être accepté par tous les partis. D'ailleurs, aucun belligérant n'a commenté dans l'immédiat la déclaration sud-soudanaise et en attendant, plusieurs témoins font état de bombardements aériens à Khartoum. Avant l'annonce de la trêve par le Sud-Soudan, l'émissaire de l'ONU au Soudan avait indiqué que les deux belligérants s'étaient dit prêts à entamer des discussions techniques qui pourraient se tenir en Arabie Saoudite. Mais un retour aux négociations politiques ne sera pas envisageable qu'après une véritable trêve, a-t-il martelé. Après plus de 20 jours d'affrontements et plusieurs tentatives de médiation, les crépitements de balles continuent à se faire entendre au Soudan malgré les annonces de trêve. Sous les auspices de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères des États de la Ligue arabe vont se réunir le 7 mai prochain pour discuter de la situation de crise au Soudan. Même si le lieu de la rencontre n'est pas encore déterminé, il s'agira pour les parties prenantes de trouver un compromis entre les deux parties dont ils sont les soutiens respectifs. Malgré l'annonce d'une nouvelle trêve jusqu'au 11 mai prochain, les affrontements à l'arme lourde continuent à Khartoum, la capitale. Et dans les villages, c'est l'inflation généralisée. À défaut d'être complètement détruits par les explosions, les hôpitaux à Khartoum et au Darfour sont submergés par plus de 5000 blessés selon les chiffres officiels. Depuis le déclenchement de cette guerre, plusieurs États ont procédé à l'évacuation de leurs ressortissants. Et en date du 3 mai dernier, l'Organisation des Nations Unies indique que plus de 50 000 personnes, dont 47 000 Soudanais, ont traversé la frontière égyptienne vers le nord. Au Soudan, ce sont plus de 17 000 tonnes de marchandises acheminées par les Nations Unies sur les 80 000 dont l'organisation disposait, soit près d'un quart de ses réserves qui ont été détournées par des combattants alors que le pays est au plus fort de sa crise avec les conflits de Khartoum. Constat fait, le coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies est allé à la rencontre des éléments des deux fractions belligérantes afin de leur demander de faciliter les missions humanitaires déployées par l'ONU en vue de venir en aide aux populations soudanaises. Martin Griffith indique qu'il est difficile pour ces équipes d'assumer leur mission humanitaire. La situation n'est pas nouvelle dans ce pays d'Afrique de l'Est.
Les vols sont devenus courants au Soudan depuis 2 ans. Mais cette constatation choque au regard du climat violent qui prévaut et l'envolée des prix des biens de consommation basiques et les besoins des civils, surtout à Khartoum. Des milliers de personnes ont migré vers les pays voisins, comme le Tchad. Alors, docteur Edimo, c'est une situation inquiétante au Soudan. Des milliers de personnes se sont tournées vers le Tchad voisin. Oui. À cause de ces conflits qui opposent 2 généraux. Qui opposent 2 généraux, mais 2 généraux, oui. Mais plutôt 2 systèmes, 2 façons de voir, 2 mondes. Parce qu'en fait, il ne faut pas se cacher la face. C'est un problème plus profond. Le Soudan est un pays très riche. C'est un grand pays producteur de pétrole depuis des lustres. C'est un pays qui a été convoité, qui pendant longtemps a essayé de travailler en dehors de systèmes qui contrôlent toute la planète. À un moment donné, ça a été difficile de maintenir, de mettre la main sur le président qui est parti, le général qui était parti. Et aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle situation où, en rapport avec ce que nous voyons dans le monde, les conflits qui reviennent entre l'Ouest et l'Est, on trouve toujours des moyens pour trouver de nouvelles bases, parce que le Soudan, c'est aussi une importante base militaire. Il faut le noter. Il est sur une position extrêmement importante sur le plan géopolitique. Contrôler le Soudan, c'est contrôler quand même une bonne partie du canal de Suez, c'est contrôler le mouvement des navires qui transportent le pétrole, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc le Soudan, c'est un point névralgique du continent. Quand on le contrôle, on peut contrôler un espace aérien suffisamment important, on peut brouiller les radars de toutes formes. Donc vous comprenez que ce n'est pas une partie de jeu là-bas. Il s'agit de pouvoir contrôler, de pouvoir créer une situation qui permette à ceux qui sont en train de perdre pied, je vais dire l'Occident, de revenir un peu sur cet espace. Voilà. Plusieurs médiations, plusieurs appels à la trêve ont été voués à l'échec. Comment comprendre tous ces échecs-là? Oh, les échecs ne seront que très compréhensibles si on sait que, en fait... La communauté internationale y compris s'y est mêlée. Non, la communauté internationale, dans ce genre de situation, fait son jeu, mais c'est beaucoup plus une façade. La communauté internationale, ce que vous appelez ONU et ses institutions, font en fait généralement le jeu, d'après ce que nous constatons depuis des années. Ils vont crier, demander qui est la paix, mais qui les a créés? Ces institutions ont été créées en 1944-1945 par les États-Unis, et pour protéger les intérêts de cette expansion d'un marché libre et d'une économie libérale. Et on a mis en place des institutions comme celle dont on a parlé récemment, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui créent des normes et qui permettent donc au capital d'envahir le monde entier. C'est leur fonction. Ici, ils vont crier, apporter de l'aide, mais cette aide, on sait que, bon, il faut le faire parce que c'est sa mission. Mais dans le fond, est-ce qu'on pense véritablement ce qu'on dit? Ça, je n'en suis pas totalement sûr. Je pense qu'il y a des intérêts extrêmement importants. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui se transforme en un univers qui fonctionne selon un mode de plus en plus bipolaire, mieux multipolaire.
alors que pendant longtemps, il a fonctionné dans un registre unipolaire, donc actionné depuis Washington. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une autre logique où on observe une forte dédollarisation de l'économie mondiale suite à la guerre que nous connaissons, russo-ukrainienne. Nous voyons qu'il y a tout un bloc qui se met en place et qui voudrait à la place des États-Unis mieux du groupe du G7 et des pays de l'OCDE gérer le monde, notamment le bloc des BRICS, qui en termes de potentiel est aujourd'hui plus avancé que l'Occident. Les BRICS représentant aujourd'hui à peu près 32%, voire 35% du PIB mondial exprimé en termes de parité de pouvoir d'achat et l'autre bloc étant à peine à 40%. Mais ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le bloc, le G7 représentait quand même 75% du PIB mondial. Donc il y a une perte énorme d'influence et de moyens, et donc un déclin irréversible quasiment du bloc occidental et une montée en puissance réelle des pays du BRIC, notamment surtout la Chine, l'Inde et même la Russie. Voilà, donc nous sommes dans une situation qu'on peut comprendre. Il est question de barrer la route à une économie mondiale qui sera forcément, d'ici 2030, gérée essentiellement par 4 puissances venant de la ceinture du Pacifique, à côté des États-Unis. Donc il y aura la Chine, il y aura l'Inde, il y aura comment on appelle, l'Indonésie qui monte, qui va très vite, et peut-être le Japon sera également là, à côté des États-Unis. Donc vous voyez que nous vivons un basculement du centre de gravité de l'économie mondiale vers la ceinture du Pacifique, et ça ne peut pas plaire aux gens, surtout que ne pas contrôler l'Afrique, c'est perdre tous l'avenir, parce qu'en fait, en termes démographiques, l'Afrique sera le gigamarché, et donc il faut bien le contrôler, il faut créer suffisamment de guerres dans cet espace, comme on le voit, de manière à pouvoir contrôler le sous-sol, à pouvoir contrôler les gouvernements. Il faut gérer l'Afrique, et il s'agit de ça. C'est un cas d'école qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Partout où il y a beaucoup de richesses sous la terre, il y a des problèmes. Hein. C'est le cas aussi au Cameroun, c'est le cas un peu partout. Voilà. Merci, Dr Edimo, d'avoir accepté notre invitation. Comme annoncé, nous n'aurons malheureusement pas Cathy Mincha pour parler de la liberté de la presse. La présidente du SNJC pour le littoral est coincée sur le chemin du fait du trafic intense en raison d'une course de cyclisme. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour notre rendez-vous, pour une autre rétrospective de l'actualité. Dr Edimo. Merci, je salue tout le monde. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci, merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.